Les chiffres de l'immigration, à tout de suite sur CNews. Il y a un an, les propos chocs de François Bayrou sur un sentiment de submersion migratoire déclenchaient une tempête politique et médiatique. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays. Depuis, le débat n'a cessé de s'intensifier. On a un modèle social qui est généreux et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Submersion migratoire. C'est pas pour dire on est envahi par les Arabes et les Noirs. Si vous gouvernez avec les préjugés de l'extrême droite, nous finirons gouvernés par l'extrême droite et vous en aurez été le complice. Jusqu'à s'imposer comme l'un des sujets les plus brûlants du moment. L'immigration, c'est vraiment devenu une réalité qui a des impacts sur tous les aspects de notre vie en société. Dernière illustration en date, la régularisation de 500 000 sans-papiers en Espagne suscite de vives inquiétudes de l'autre côté de la frontière, en France. Certains redoutent des arrivées massives, facilitées par la libre circulation au sein de l'espace Schengen. Mais qu'en est-il vraiment des faits? Alors que 2025 marque une année record, Il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. La situation actuelle n'est pas satisfaisante. nos équipes ont parcouru toute la France pour enquêter sur la réalité de l'immigration. Voilà, c'est fini. Vous avez dit quoi? Vive Algérie. Grande métropole sous tension. Dans les grandes villes, les étrangers sont surreprésentés dans les crimes et délits. Campagne en pleine mutation. Ils n'ont rien à faire chez nous. Il y en a beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et ça, je le maintiens. Zone frontalière. C'est inhumain. Je le dis franchement, ce qu'on fait subir aux migrants, c'est atroce. L'immigration est partout. Alors que disent réellement les chiffres? Derrière les statistiques, il y a des réalités humaines. Migrants en quête d'avenir. Vous venez d'où? D'Érythrée. Nous sommes ici seulement pour gagner la vie, pour aider ta famille. Français confrontés aux conséquences concrètes des politiques migratoires. Maintenant, c'est moi qui vais me retrouver devant un tribunal en correctionnel. En gros, j'aurais dû laisser ma brasserie aux migrants. Et là, j'aurais été vue comme quelqu'un, oh là là, quel acte courageux. Ah, j'attends le coup de massue qui me fera tout perdre réellement. Entre idées reçues, données officielles et zones d'ombre, coup de projecteur sur les véritables enjeux d'un phénomène plus que jamais au cœur du débat public. Voici les vrais chiffres de l'immigration. Un an après les propos de François Bayrou évoquant un sentiment de submersion migratoire, où en est réellement la situation en France? En 2025, l'immigration a atteint un niveau record. 384 000 titres de séjour ont été délivrés, soit une hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. L'immigration, c'est vraiment devenu un fait social total, c'est-à-dire une réalité qui a des impacts sur tous les aspects de notre vie en société. Dès que vous avez une enquête d'opinion sur l'immigration, vous avez toujours entre 2/3 et les 3/4 des sondés qui estiment que les niveaux d'immigration reçus en France sont aujourd'hui trop élevés. C'est évidemment 95% des électeurs du Rassemblement national, c'est cohérent, mais c'est aussi 2/3 de l'électorat macroniste, du bloc central. C'est souvent une petite moitié de l'électorat de gauche. Même tendance du côté du droit d'asile, dispositif permettant à une personne étrangère de rester en France lorsqu'elle est menacée. 580 millions à travers le monde qui remplissent aujourd'hui objectivement au moins l'un des critères qui permettent d'obtenir un statut d'asile en France. Et donc évidemment, quand on dit ça, on ne dit pas que 600 millions de personnes vont arriver vers la France, mais il n'en demeure pas moins que si ces personnes atteignent le territoire français pour déposer une demande d'asile, elles obtiendront l'asile, sans tricher, sans mentir, simplement parce que c'est l'état actuel du droit et que le régime de l'asile ne connaît aucune limite quantitative et aucune capacité d'intervention du politique. Face à cette dynamique, le gouvernement a durci le ton. En 2025, 2 circulaires ont été mises en place par l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Objectif, restreindre les conditions de naturalisation et compliquer la régularisation des étrangers en situation irrégulière. Des mesures qui ont eu un impact mesurable. Les régularisations ont reculé de 10% et les naturalisations par décret ont baissé de 13%. Face à la crise migratoire qui frappe la France, la plupart des communes du pays et leurs centres-villes se retrouvent en première ligne. L'immigration n'est plus un phénomène qui serait largement concentré dans les tours de la Seine-Saint-Denis ou les tours des quartiers nord de Marseille ou certaines régions post-industrielles. Ça concerne maintenant tout le territoire. Comme ici à Lyon, ville dirigée par l'écologiste Grégory Doucet, qui, à l'inverse d'autres dirigeants, ne semble pas prendre ce problème au sérieux. Natacha, membre d'une association venant en aide aux migrants, va nous faire découvrir un camp insalubre dans un quartier proche du centre.
Je suis la présidente de l'association Terre Glorieuse. Et là, je suis venue pour voir mes frères africains des migrants qui vivent dans le campement Châtreux. Il y a au moins plus de 320 personnes qui vivent ici. Voilà, sous la neige, dans le froid. 320 personnes qui viennent pour la plupart d'Afrique subsaharienne. La Guinée, la Côte d'Ivoire, en plus l'Afrique de l'Ouest, quoi. Dans ce camp de fortune où vivent également une vingtaine de mineurs, la situation sanitaire est plus que préoccupante. Il y a les tentes à côté, les gens y dorment. Et puis il y a aussi les déchets. Ils n'ont pas de poubelles. Et ça, c'est des moustiques, ça. Ça donne les moustiques, c'est lamentable. Venez, je vais vous montrer les douches que la mairie de Lyon, 1er arrondissement, a installées pour eux. Je viens d'apprendre que l'eau a été coupée. Donc du coup, ils se débrouillent tout seuls. Et puis, ils ont installé les douches. C'est comme s'ils approuvaient le fait qu'il y ait des tentes et qu'ils veulent que ces jeunes gens... En Afrique, tout le monde pense que l'Europe, c'est l'Eldorado. Et c'est la raison pour laquelle je lutte contre l'immigration. En venant en France, ce jeune homme de 17 ans ne pensait pas vivre dans de telles conditions. La France encore qui est plus développée, un pays plus développé. C'est impossible que les gens dorment dehors pendant 1 an. Il y a d'autres qui sont là plus d'1 an dans la rue. Aujourd'hui, Natacha veut s'adresser directement au maire de la ville, Grégory Doucet, qui se définit lui-même comme un humaniste. Je ne comprends pas que quelqu'un d'humaniste puisse laisser des jeunes migrants de 15, 16 ans, 17 ans dormir sous des tentes dans la pluie. Natacha est également remontée contre Jean-Luc Mélenchon et son parti, la France Insoumise. À chaque fois, M. Mélenchon, il est toujours en train de prôner pour l'immigration, mais en fait, il ne fait rien. Après analyse, je me rends compte qu'ils nous utilisent pour leur électorat et en réalité, ils ne font rien pour nous. Les LFI, ils n'aiment pas nous les Noirs, ils nous utilisent. Et l'immigration ne concerne pas uniquement les grandes villes. Depuis plusieurs années, de plus en plus de zones rurales sont également touchées, avec l'installation de CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile. À Besnac, petit village de 370 habitants au cœur de la Corrèze, un centre de ce type a vu le jour. Certains habitants, excédés, affirment subir des tensions au quotidien, jusqu'à installer pour certains des panneaux en langue arabe afin de dissuader des intrusions sur leur propriété. Et là, c'est de l'anglais, là, c'est notre langue, et là, c'est de l'arabe, voilà. Vous savez lire l'arabe? Voilà, non. Salut, Jeannette. Il y a 2 ans, Laurent et d'autres riverains découvrent avec surprise l'installation d'un CADA à quelques mètres de leur habitation. Et moi, j'habite là. Le terrain, c'est du terrain agricole, mais c'est ma ferme, quoi, voilà. On y a nos vaches et tout ça, et le CADA est là-bas. Voilà. Une nouvelle qu'ils ont appris par voie de presse et qui a profondément bouleversé leur quotidien. À l'image de Jeanne, propriétaire dans le village, qui évoque un changement brutal de mode de vie. Nous, on y vient beaucoup moins souvent. Moi, vous voyez, j'y venais avec mes petits-enfants, ils allaient faire du vélo. On n'était pas... On n'avait même pas besoin de les surveiller. Et alors maintenant, on n'y va plus. Moi, avant, on faisait le jardin. Maintenant, le jardin, c'est fini. Et, on n'y va pas tranquille. Quand moi, je suis seule, et j'y vais rarement, mais enfin, quelquefois, je referme avec le cadenas derrière moi. Je vais sur les derrières, je fais ce que j'ai à faire. Et il faut bien reconnaître qu'au moindre bruit, instinctivement, quand même, je tourne la tête. Avant, je ne faisais pas ça. Cette grand-mère confie qu'elle n'aurait pas choisi de s'installer ici, si le centre avait déjà existé. Elle évoque également un impact financier, notamment sur la valeur des biens immobiliers. Si on voulait vendre la maison, si nos enfants, plus tard, quand nous ne sera pas là, vous vous rendez compte, elle est dépréciée de moitié, et encore, il faut trouver le client. Parce que il n'est pas certain que quand vous arrivez là-bas, oh, ben c'est bien, vous avez en face quoi? Face à cette situation, une partie de la population entend se mobiliser pour obtenir le départ du centre. On a créé une association au mois de février 2023. Et puis suite à ça, eh bien, nous nous sommes partagés la tâche. Nous avons fait une pétition. Une colère qui traduit un sentiment d'incompréhension chez certains habitants qui peinent à accepter l'implantation d'un tel dispositif. Quand l'État nous dit que c'est pour repeupler la campagne, c'est pas possible. Ils ne veulent pas rester. Ils n'ont qu'un souci, c'est de partir. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent là? Il n'y a aucun magasin, il n'y a rien, quoi. Maintenant... Aller travailler, quoi, dans la ferme du coin? Aller ramasser les pommes? Non, ça ne se fera pas. Si aucune solution n'est trouvée, plusieurs d'entre eux envisagent de quitter le village.
Et là, C'est le Canada on est prêt à partir. qui me fera partir. Mais oui, on restera pas. À cause du Canada. À cause du Canada. On nous a indirectement chassés un peu de chez nous. Ces gens-là n'ont pas la même culture, pas les mêmes mœurs. Il y a des arrivées massives de migrants dont les populations ne veulent pas. Il y a de nombreuses polémiques, notamment sur les centres d'accueil aux migrants. Et à chaque fois, les maires n'ont pas demandé à leurs administrés ce qu'ils en pensaient. Au-delà de ce cas local, une question plus large se pose. Peut-on établir un lien entre immigration et délinquance? Dire qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, aujourd'hui c'est possible. Il y a quelques années, ce n'était pas possible, c'était tabou. Et avec les chiffres que nous publions, eh bien, cette question, eh bien, elle n'est plus une question. Pourquoi ? Parce qu'on voit que 25% des personnes incarcérées en France sont étrangères, alors que la population étrangère ne représente que 7% de la population. Dans les grandes villes, les étrangers sont surreprésentés dans les crimes et délits. À Paris, c'est 48% des interpellés. À Marseille, c'est 55% des interpellés. Et à Lyon, c'est 39% des interpellés. L'écrasante majorité des étrangers dans notre pays qui y vivent se comportent bien. Étranger, ça ne veut pas dire délinquant. Mais dans certaines filières de délinquance, il y a une proportion importante de personnes en situation notamment irrégulière, parce qu'il y a des filières de recrutement. Mais malgré les chiffres et la réticence d'une partie de la population face à une immigration jugée trop importante, certains estiment que la loi française peut parfois donner le sentiment d'une forme de préférence étrangère. Les sans-papiers peuvent par exemple bénéficier de l'aide médicale d'État, qui leur offre une palette de soins 100% gratuits, sans avancer de frais. Parmi les prestations proposées, une rhinoplastie, une gastroplastie pour les personnes obèses, ou encore une opération pour se faire recoller les oreilles. Coût total de l'AME, plus d'1,3 milliard d'argent public par an. Autre sujet sensible, l'accès au logement. Par l'intermédiaire de certaines associations, des migrants peuvent être accompagnés dans leur démarche pour obtenir un logement social. À Grenoble, nous rencontrons Mimoun, habitant d'un quartier populaire, qui se dit préoccupé par l'évolution de son environnement depuis l'arrivée en masse de migrants. Ces associations, quand elles font habiter des gens, elles les livrent avec des meubles récupérés, que ce soit des réfrigérateurs, des gaz, des canapés, j'en sais rien. Ils font le tri chez eux, et tout ce qu'ils n'ont pas besoin, ça jette. C'est pour ça que tous les jours maintenant, vous avez, où vous voyez une poubelle, là, c'est pas une poubelle, hein, c'est une déchetterie. Le quartier devient une poubelle, on est la décharge de Grenoble. Là, ils jettent tout dehors. Là derrière, pareil, la nourriture et tout. Pardonnez-moi, mais on a des gens qui viennent habiter là. Et n'importe qui, là, ils jettent des poubelles de partout. Ça devient vraiment lamentable. Soins gratuits, logements à moindre coût, les immigrés illégaux peuvent même se marier en France, aussi absurde que cela puisse paraître. C'est ce qu'a récemment dénoncé le maire de Béziers, Robert Ménard. En juillet 2023, Eva, une jeune femme française, se présente à la mairie pour se marier avec Mustapha, un Algérien de 23 ans, sous le coup d'une OQTF. Il nous dit « je fais l'objet d'une obligation de quitter le territoire français » et il nous précise qu'il a eu des problèmes avec la police et effectivement il a été condamné, il me semble c'est à 8 mois de prison avec sursis pour vol, violence en réunion. La demande semble ubuesque, mais elle est pourtant bien légale. Moi, je m'étonne de cette situation, c'est la première. Honnêtement, en même temps, c'est la première fois que moi-même j'ai été confronté à cette situation-là. Et là, je saisis la préfecture en disant mais attendez, comment je fais? Je vais marier quelqu'un qui a l'obligation de quitter le territoire. Je saisis le procureur. Je lui dis, mais attendez, qu'est-ce que c'est cette situation invraisemblable où on me demande de marier quelqu'un qui normalement ne devrait pas être en face de moi. Et à mon grand étonnement, je dois vous dire, personne ne se formalise plus que ça. On me dit, oui, mais il y a une obligation en France de marier les gens, quelle que soit leur situation. Je dis, attendez, c'est un peu se moquer du monde. Robert Ménard refuse catégoriquement de marier le couple. N'importe quelle personne sensée ne peut pas comprendre qu'un maire sont obligés de marier des gens qui sont eux-mêmes obligés, pour l'un d'entre eux, obligés de quitter le territoire. Il est en situation irrégulière, il a eu des problèmes avec la police, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, donc il quitte le pays, il quitte ce pays. Alors le comble maintenant, c'est quoi? Le comble, c'est que maintenant, c'est moi qui vais me retrouver devant un tribunal en correctionnel pour avoir refusé de faire ce que n'importe quelle personne sensée aurait refusé de faire. Pour avoir refusé de marier ce couple pas comme les autres, Robert Ménard encourt jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité.
Quant au couple Eva Mustafa, ils vont se marier dans les semaines qui viennent en Algérie. Leur union sera reconnue en France et devrait donc donner droit à un visa pour Mustafa. Entre décisions politiques, réalités locales et situations individuelles, les conséquences de l'immigration se font sentir à tous les niveaux. Elia, restauratrice de 40 ans, est une victime collatérale de la gestion des flux migratoires en France. Son établissement, situé à quelques mètres de la salle de spectacle La Gaîté Lyrique, a été en première ligne lors de l'occupation des lieux par plus de 400 migrants pendant plusieurs mois l'an dernier. Lorsque nous l'avons rencontré il y a un an, Elia était à bout. La présence massive de migrants aux abords de son restaurant faisait fuir la clientèle. Son activité, elle, s'effondrait. Je n'ai plus de clients parce que les gens ne veulent pas venir quand ils voient zoner, quand ils les voient se battre. Les gens ont peur. Donc je ne travaille plus. Ça fait 3 mois qu'on a une perte de chiffre d'affaires de plus de 60%. On ne travaille plus. À cela s'ajoutaient des tensions quotidiennes avec des militants associatifs à l'origine de cette installation de migrants. Moi, j'ai rien contre les migrants. Eux, c'est juste les pantins des associations. Moi, plusieurs matins, je suis arrivée, ils étaient sur ma terrasse le matin en train de rouler du shit, de zoner. Je leur demande de partir, mais c'est moi qui les dérange parce que je leur demande de partir de mon commerce. Donc moi, quand je me prends la tête avec le collectif en leur expliquant que je n'ai pas à subir ça, le collectif leur dit « Oui, la patronne d'à côté, c'est une raciste, c'est une facho. » Donc moi, ils arrivent à me menacer de mort. Ils veulent me brûler, ils veulent me tuer, ils veulent me violer parce que je ne les laisse pas faire leur trafic. Comme ils disent dans leur slogan, ils sont chez eux, ils partiront pas. Voilà. Et c'est moi qui suis en train de tout perdre, donc on va faire une liquidation judiciaire parce que on peut plus tenir à un moment donné. Et quand je dis au collectif, à une personne du collectif, moi quand je vais tout perdre avec mon mari et mes enfants, on va aller dormir où? Et qui me répond, mais votre mari il est noir, on fera une exception, vous viendrez dormir avec nous à la Gaîté parce qu'ils prennent pas, parce qu'ils prennent que les subsahariens, ils prennent pas les Arabes, ils ont refusé. Sur place, nos équipes avaient été prises à partie par des militants et des migrants, alors qu'elles tentaient simplement de recueillir des témoignages. Non, il faut arrêter de filmer. Vous voyez Il faut arrêter de filmer. Je suis pas l'appareil. Non, pourquoi je ne touche pas l'appareil? Moi j'ai prévenu la préfecture de police de Paris. On s'en fout de préfecture. Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans notre quartier. Vous êtes Le 17 mars 2025, les occupants ont finalement été expulsés. À l'intérieur, la salle de spectacle a été laissée dans un état de grande insalubrité. La majorité des migrants a ensuite été dispersée dans la capitale. Un an plus tard, nous retrouvons Elia. Les migrants ne sont plus là, mais pour cette mère de 3 enfants, la galère continue. Le plus dur, je pensais qu'il était passé. Je récupérais de la clientèle que j'avais perdue. Mais on se retrouve toujours dans une situation un peu complexe. Pour avoir pris la parole publiquement afin de sauver son commerce, elle affirme être aujourd'hui la cible de critiques et d'insultes. Certains la qualifient de fasciste et appellent au boycott de son établissement. Mes chers voisins, la Gaîté Lyrique, disent à leurs clients de ne pas venir chez moi parce que je suis une facho. Ils agressent mon serveur, ma serveuse, en leur disant que c'est un repère à facho, qu'on est des racistes. J'étais en terrasse l'hiver dernier avec un ami d'enfance. Et là, il y a un prestataire qui a organisé le festival Arte à la Gaîté Lyrique qui sort et qui dit à mon ami d'enfance « Faut pas rester ici, c'est des fachos, lève-toi si t'attends ton verre ». Sans savoir que j'étais la gérante. Et là, mon ami d'enfance lui dit « Bah tiens, justement, je te présente ma gérante qui est mon ami d'enfance ». Et là, il était mal, il s'est assis, il a dit « Je suis désolé, mais nous, on dit à tous les prestataires de ne pas venir chez vous, donc je comprends pas pourquoi ils surfent sur cette vague qui est totalement fausse. » Des attaques répétées qui la blessent profondément. Bien sûr que ça fait mal, parce que moi, de base, j'ai rien demandé. De base, moi, je suis une victime, en fait. Moi, ma préoccupation, c'est mes enfants, ma brasserie. Je perds ma brasserie, je me retrouve à la rue. En gros, j'aurais dû laisser ma brasserie aux migrants, et là, j'aurais été vue comme quelqu'un, oh là là, quel acte courageux. Cette crise a également eu des conséquences sur la vie personnelle d'Elia. Du coup, on s'est séparés avec mon dernier mari parce que la pression, on n'a pas supporté en fait. On travaille ensemble, on vit ensemble. Moi, je suis tombée en dépression, donc j'étais une charge aussi. Donc pour lui, psychologiquement aussi, ça n'a pas été facile. Lui, du fait qu'il soit noir aussi, se faisait insulter. En fait, ça a été un tout. Côté finance, la situation est catastrophique. Le restaurant est désormais au bord de la fermeture. J'ai accumulé des grosses dettes. L'URSSAF, je suis à 55 000 € de dette à l'URSSAF. Parce qu'en fait, même si on travaille bien, il y a tout le passif à régler. Ma brasserie ne peut pas me verser de salaire, donc je travaille 70 heures par semaine. Je suis au RSA depuis 1 mois. Elia a déposé plainte contre la mairie de Paris. À ce stade, aucune suite n'a été donnée. Aujourd'hui, Elia est épuisée et ressent un profond sentiment d'injustice. Moi, ça va faire 10 ans que je travaille dans cette brasserie-là.
J'ai commencé ici en tant qu'extra. Après, j'ai été serveuse, je suis passée responsable. Et mon propriétaire, par ma responsabilité, par mon travail, m'a laissé la gérance libre en fait, parce qu'il avait confiance en moi. Je suis pas arrivée ici comme ça en claquant des doigts. J'ai fait un crédit auquel je suis caution personnelle. J'ai pas papa, maman derrière qui sont là pour régler les factures impayées. Donc là, c'est, je perds mon logement, puisque comment je vais payer mon loyer? Merci la Gaîté Lyrique, merci la mairie de Paris, merci la préfecture de police, merci à tous les gens qui pouvaient faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Une cagnotte a été lancée pour soutenir Elia. Plus de 70 000 € ont été récoltés grâce à la mobilisation de nombreux soutiens. Heureusement que l'année dernière, j'ai eu une cagnotte, que je remercierai toujours les Français d'avoir été aussi généreux avec moi. Donc j'ai payé mes loyers impayés, j'ai payé les salaires que j'avais en retard et l'URSSAF avait fait une saisie de 30 000 €. Mais ce montant reste insuffisant pour redresser l'établissement, qui plus que jamais risque la fermeture dans quelques semaines. Le 30 mars, j'ai le huissier qui est venu m'apporter le fameux dossier de ma convocation au tribunal pour une mise en liquidation. Ça veut dire que je dois comparaître le 12 juin à 11h30 au tribunal du commerce pour une liquidation, pour une cessation d'activité immédiate. Voilà. Ça veut dire la mort de ton commerce? La mort de moi, de mon commerce, de mes enfants, la fin de tout quoi, voilà. J'attends le coup de massue qui me fera tout perdre réellement. Donc à 40 ans, je vais retourner vivre chez ma mère avec mes 3 enfants, ruinés, fauchés, dépressives, pour une situation que je ne sais pas demander. Malgré tout, elle continue de se battre pour son restaurant et surtout pour ses enfants. Ils viennent à la maison? Ouais, bienvenue chez nous. Comment elle va, maman? Bien. Un peu mieux depuis que les migrants sont partis. Au restaurant, tu travailles, ça veut dire il y a de l'argent pour manger, pour payer le loyer. Mais sans argent, on va se trouver à la rue. Et si on se retrouve à la rue, c'est fini. Mes enfants, ça a été compliqué un peu pour eux. Mon fils est très sensible, donc les choses l'ont touché. Ça leur faisait du mal de me voir sombrer. Aux côtés de son fils aîné, elle nous montre les nombreux commentaires virulents laissés en ligne contre son restaurant. Si j'avais envie de manger ou boire un café chez les fachos, j'irais volontiers ici. Gérante complotiste et dépourvue de bon sens, en vrai, il y a plein de bons cafés dans le quartier avec une ambiance plus safe. Ironiquement, dans la Gaîté Lyrique, accueil très désagréable, gérante ne sachant apparemment pas se comporter avec les clients. Voilà. C'est alors que rien de tout ça, mais en fait... mais on met des commentaires, mais haineux tout le temps. Donc au début, j'y répondais, maintenant, j'y réponds même plus. Voilà. Dans les semaines à venir, Elia saura si elle peut poursuivre son activité. D'ici là, elle espère voir revenir les clients et retrouver, enfin, une vie normale. Dans les Hauts-de-France, Calais est l'une des villes les plus concernées par la crise migratoire. Située au bord de la Manche, elle permet à des milliers de migrants de transiter entre leur pays d'origine et le Royaume-Uni dans des conditions extrêmement périlleuses. Marc de Florian, député de la circonscription, a accepté de nous montrer la réalité du terrain. Les clandestins, ils viennent à Calais parce que c'est l'endroit le plus près de l'Angleterre pour traverser. Alors avant, ils venaient parce que ils essayaient de traverser à partir des bateaux. Ils montaient dans les camions qui montaient dans les ferries qui traversaient la Manche. Ils essayaient aussi de passer par le tunnel. Maintenant que le port et le tunnel sont sécurisés, eh bien, on a assisté à l'émergence d'un nouveau phénomène qui est celui des small boats. Et donc, ils prennent la mer dans des pneumatiques, dans des Zodiacs, pour rejoindre l'Angleterre, mais cette fois par la voie maritime en bateau. Donc là, on arrive au quartier du Pont-du-Leu, qui est un endroit où se trouve un campement clandestin, qui nuit à la tranquillité des habitants. Alors là, ici, on arrive aux abords du campement clandestin. Et vous allez voir le problème d'insalubrité que ça pose, qui saute aux yeux avec un amoncellement de déchets absolument considérable. Là, je pense que les clandestins dorment encore, ils sont dans leur tente. Ils sont toutes fermées, donc je pense qu'ils sont là et qu'ils dorment. Bonjour. Bonjour. Ça va? Hello. Interpellés par la présence de notre caméra, 2 migrants sortent de leur tente. Le député essaye d'instaurer un dialogue avec eux pour comprendre leur situation. Hello. No police. No police. Vous venez d'où? D'Érythrée. Et toi? D'Érythrée aussi. Et vous allez en Angleterre, c'est ça? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Combien de jours?
3 semaines. Pourquoi vous allez là-bas? Moi, j'ai de la famille en Angleterre. Ah oui, où ça? À Londres. Ok, donc tu veux rejoindre ta famille à Londres. Les 2 hommes sont originaires d'Érythrée, pays du nord-est de l'Afrique, l'un des plus fermés du continent. Ils ont pris l'avion direction Malte avant de rejoindre Paris, puis Calais, pour fuir la misère et le manque de liberté. Donc vous avez décollé de Malte et vous avez atterri à Paris. Oui. Et après, vous êtes venu ici en bus ou en train? Non, en voiture. Car, ok. Depuis 3 semaines, ils sont dans l'attente d'un bateau pour rejoindre le Royaume-Uni, à la recherche d'une vie meilleure. Vous attendez le bon moment ou alors qu'il fasse beau? Oui. Une traversée dangereuse et très coûteuse. Chaque migrant doit débourser plusieurs milliers d'euros pour traverser la Manche, au risque de sa vie. Car pour certains, l'immigration illégale est un business. Il existe des filières, des réseaux de passeurs qui relèvent du crime organisé, qui relèvent de ce qu'on appelle le trafic illicite de migrants. Et ces filières sont plus que jamais actives. Ce ne sont pas les migrants qui ont imaginé cela. Ce sont des réseaux de passeurs qui se sont dit, puisqu'on ne peut plus faire passer les migrants par les ports ou par le tunnel transmanche, on va, en leur faisant prendre des risques considérables pour leur vie, les inciter à traverser la Manche sur de petites embarcations. Alors, c'est particulièrement criminel, d'abord parce que la traversée de la Manche est tout sauf une partie de plaisir. Je rappelle que l'année dernière, le nombre des personnes qui sont décédées en tentant de traverser la Manche s'est élevé à 78, ce qui correspond à une tragédie humaine terrible. À l'autre bout du pays, Menton, dans les Alpes-Maritimes, est la première porte d'entrée de l'immigration irrégulière en France métropolitaine, avec pas moins de 15 000 interceptions par an. À la frontière avec l'Italie, nous retrouvons la députée fraîchement élue maire, Alexandra Masson. Alors ici, on est à la porte d'entrée de l'Italie vers la France. On vient d'arriver donc juste au poste frontière. Nous avons la direction des polices aux frontières qui est juste derrière nous. Et c'est là que se gère la totalité donc, des arrivées et des sorties des migrants. Il y a encore quelques années, cette frontière était particulièrement perméable. De nombreux migrants en situation irrégulière parvenaient à passer sans difficulté. Mais un événement politique à l'échelle européenne est venu changer la donne. C'est vrai qu'après l'élection de Madame Meloni côté italien, on a vu petit à petit malgré tout une déflation de presque la moitié de passage sur l'année 2025. Donc sur le principe, c'est une bonne nouvelle. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, défend une ligne plus stricte en matière d'immigration, avec l'objectif de renforcer les contrôles et de limiter les arrivées. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi vous allez me dire qu'il ne resterait pas en Italie. Pourquoi venir en France? Eh bien parce que tout simplement les aides sociales en Italie, entre autres, et les aides en général sont beaucoup moins importantes que ce qu'elles ne le sont en France. Ici en France, ils sont accueillis, ils sont hébergés, ils ont des aides, ils peuvent subvenir à leurs besoins sans être obligés de retourner dans leur pays ou de faire autre chose. Donc c'est pour ça qu'il y a cette aspiration entre l'Italie et la France. Malgré une amélioration constatée ces dernières années, les forces de l'ordre restent sous pression. Chaque jour, de nombreux migrants tentent encore de franchir la frontière et tous ne peuvent être interceptés. Oui, nous-mêmes, on en voit régulièrement, juste là derrière, au poste frontière, sur le pont, le matin, le soir. Il arrive de voir des passages, on en voit en bord de mer. C'est 90% des hommes, généralement jeunes, c'est-à-dire en dessous de 30 ans, et généralement d'Afrique subsaharienne. Parmi les 15 000 interceptions enregistrées, environ 10% concernent des migrants se déclarant mineurs. Ils sont alors pris en charge par les services de protection de l'enfance, aux frais de l'État. Un mineur isolé dans le département des Alpes-Maritimes, c'est entre 50 et 55 000 euros par an. Donc ça veut dire que quand vous avez 100 mineurs isolés dans le département, ce qui est la moyenne actuelle, eh bien c'est un complexe sportif que vous ne réalisez pas,
un collège, puisque ça dépend du département, que vous ne pouvez pas réaliser. Le statut de mineur non accompagné, il est extrêmement attractif. Être reconnu comme mineur non accompagné, c'est être pris en charge intégralement par l'aide sociale à l'enfance. Ça veut dire le logement, la nourriture, la formation. C'est une sorte de prise en charge familiale plus. C'est aussi une voie d'accès privilégiée à la nationalité française, parce que quand vous êtes un mineur non accompagné qui a été pris en charge pendant 3 ans par l'aide sociale à l'enfance, vous avez le droit, de plein droit, à la nationalité française. Il vous suffit de la demander. Une fois sur le sol français, certains d'entre eux sont impliqués dans des faits de délinquance et parfois même dans des affaires beaucoup plus graves. Il y a par exemple le terroriste de Nice qui a égorgé 3 victimes à la basilique de Nice en octobre 2020, qui était passé par Lampedusa, Menton et puis Nice. Accompagné de son suppléant Gabriel Tomatis, Alexandra Masson se rend au poste frontière. Objectif, faire un point complet avec les forces de l'ordre sur les interpellations du jour, les gardes à vue et l'activité globale. Au même moment, à quelques centaines de mètres de là, nous rencontrons Michael. Ce Sénégalais de 29 ans, père de 3 enfants, est arrivé en Italie il y a 6 mois et s'apprête à tenter de passer en France dans quelques heures. Nous sommes venus ici seulement pour gagner la vie, pour aider ta famille. Pour arriver jusqu'en Europe, il a traversé plusieurs pays avant d'embarquer sur un bateau clandestin en direction de Lampedusa. Une traversée longue, dangereuse et coûteuse. Le bateau, tu traverses le Mali, tu rentres de Mali, tu allais de Burkina Faso, après Burkina Faso, tu rentres de Libye. Avant de rentrer de Europe, minimum tu payes de 1500 €, 1700 € pour rentrer ici. Michael explique être venu chercher du travail, dans l'espoir d'envoyer de l'argent à sa famille restée en Afrique. Mais la réalité est bien différente de ce qu'il imaginait. En Italie, il enchaîne péniblement les petits boulots non déclarés, avec un coût de la vie élevé qui rend son quotidien difficile. Ici, tu gagnes 1200 €, tu fais location de minimum 350 € avec l'autre personne, tu amènes de Sénégal minimum 500 €. Aujourd'hui, Michael va donc franchir la frontière française, en sachant que l'opération sera risquée. C'est pas facile pour rentrer de France. Parce que la France, tu demandes le séjour, tu demandes le passeport. Quand tu viens ici, c'est pas facile. Désormais, il envisage sérieusement de rentrer au Sénégal dans quelques mois. Là-bas, ses conditions de vie lui paraissaient finalement meilleures. Peut-être un jour viendra qui change la vie sur le retour de l'Afrique. Parce qu'en Europe, il n'y a rien. Les Africains qui passent comme ça. Mais au contraire, n'est pas comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes comme nous de l'Afrique qui travaillent là, qui gagnent de plus que de nous. De retour au poste frontière, Alexandra Masson et Gabriel Tomatis terminent leur échange avec les forces de l'ordre. Le bilan du jour est plutôt positif. Alors comme on le pensait, effectivement aujourd'hui il y a quand même une baisse par rapport à ce qu'on a connu dans les années 2022-2024. Il y a eu quand même des arrestations. Oui, il y en a eu effectivement dans la nuit. Là où il y en avait 40, pour faire très simple, il y a 2 ans, sur une demi-journée, aujourd'hui on est plutôt autour de 15-20. Mais la pression migratoire reste constante. Chaque jour, plusieurs dizaines de migrants sont placés en garde à vue. Au-delà des chiffres, Alexandra Masson alerte également sur les conditions de vie de ces migrants. Des parcours marqués selon elle par un manque de dignité et parfois par des situations de maltraitance tout au long de leur trajet. Il y en a des fois dans les coffres des voitures, il y a un point de passage au péage de la Turbie. S'il y en a dans les coffres de voitures, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont fait payer pour les prendre avec eux. Donc ce qu'on contrôle aussi ici, c'est le trafic des passeurs. Mais bien sûr que c'est un business. Il y en a qui prennent jusqu'à 150, 200 € le passage. Il y a 2 km. Alors 2 km, 200 €, c'est assez rentable comme business. C'est inhumain. Je le dis franchement, ce qu'on fait subir aux migrants, c'est atroce. Chez les femmes, c'est des viols à répétition, c'est des agressions sexuelles sur tout le trajet de migration. Chez les hommes, ce sont des fois des agressions sexuelles aussi. C'est du vol, c'est de la violence. Donc oui, le trajet des migrants, c'est quelque chose d'atroce et il faut le dire. On est toujours en train de dire qu'il faut protéger les migrants. Oui, bien sûr, mais la première protection qu'on peut leur apporter, c'est que les demandes de papier pour les pays européens se fassent des ambassades et des consulats de départ. C'est le b.a.-ba de retrouver un parcours digne pour les gens qui veulent venir dans les pays européens. Entre aspiration humanitaire et contraintes concrètes, la question de l'immigration irrégulière est particulièrement complexe. Elle l'est d'autant plus que l'exécution des obligations de quitter le territoire français, les OQTF, se heurte à de nombreux obstacles, notamment diplomatiques, dans un contexte de relations parfois tendues avec certains pays d'origine, comme l'Algérie. L'année dernière, environ 140 000 OQTF ont été délivrés.
Mais dans l'immense majorité des cas, les personnes visées par une OQTF ne quittent pas la France de leur propre chef. Mais d'où sont-ils originaires? Nous vous dévoilons les 10 principales nationalités des personnes qui ont reçu une OQTF en 2025. On y retrouve les ressortissants congolais, guinéens, afghans, géorgiens, ivoiriens, turcs, bangladais. À la 3e place, les Marocains, puis les Tunisiens. Enfin, le pays le plus représenté parmi les personnes sous OQTF en 2025 est l'Algérie. Dans l'immense majorité des cas, les personnes visées par une OQTF ne quittent pas la France de leur propre chef. On sait que ce retour volontaire ne marche pas. Parce que des étrangers qui sont venus de façon peut-être clandestine, qui ont payé un passeur, qui ont un travail illégal, etc., n'ont pas la volonté de quitter le territoire de manière volontaire. Conséquence, 90% des OQTF en France ne sont pas exécutés. Un véritable échec reconnu par les autorités. Je pense que si nous arrivions au moins à 50% d'exécution des OQTF, nous aurions une certaine crédibilité. C'est plus facile d'échapper à une OQTF que de l'exécuter. Chaque OQTF coûte 13 794 € à la France, soit plusieurs centaines de millions d'euros par an. Un coût important pour l'État qui prend en charge l'intégralité des frais, de l'interpellation au billet d'avion, en passant par le placement en CRA, le centre de rétention administrative. Nous avons eu accès à l'un de ces centres. Le local de rétention administrative de Nanterre accueille jusqu'à 12 personnes en situation irrégulière, qui constituent une menace pour l'ordre public avant d'être renvoyés vers leur pays d'origine. La plupart d'entre eux sortent directement de prison. Ici, c'est la zone de rétention, c'est la zone de vie des retenus, où ils ont une télé. On est ici au Léral Nanterre, il y a 3 chambres de 4 couchages, donc capacité de 12 retenus, 3 douches, 3 toilettes. Ils ont également 2 cabines téléphoniques. Ici, la cour extérieure, où ils peuvent fumer des cigarettes. Ces personnes sous OQTF séjournent ici pendant maximum 6 jours avant leur expulsion. Un délai utilisé pour identifier la nationalité des étrangers ou obtenir le fameux laissez-passer consulaire de la part de leur pays d'origine. Si entre 40 et 60% de ces étrangers seront expulsés, une importante partie finira par rester en France, principalement en raison de failles administratives. Pendant notre tournage, un homme séjournant dans ce local nous interpelle. Vous avez dit quoi? C'est un Algérien de 33 ans qui sort tout juste de prison. Il a été condamné pour des faits d'agression sexuelle et de vol aggravé. T'as fait quoi si c'est pas indiscret? Cambriolage. Cambriolage? Ouais. C'est la première fois que t'as une OQTF? Non, j'en ai déjà, je te mens pas. L'homme demande aujourd'hui l'asile politique en Belgique, mais les autorités françaises tentent de le renvoyer en Algérie. Moi, je suis asile politique en Belgique, ils veulent pas m'envoyer en Belgique. Il semble maîtriser à la perfection le système d'immigration vers l'Europe, grâce à l'asile politique, et se vante même d'être entré sans aucune difficulté dans plusieurs pays. Moi, je suis rentré en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Suisse, à la Hollande, ici. Moi, j'ai pas visé l'asile politique ici parce que je sais très bien qu'ils ne donnent pas ça. Avant, ils donnaient ça, mais maintenant, ils ne donnent pas ça à la France. D'accord. C'est pour ça que je l'ai fait en Belgique. Pour revenir ici, en fait. Ben oui, pour que tu aies mes papiers en Belgique et revenir vivre en France. Je te mens pas, moi, j'aime bien Paris. Et je connais toute Paname, moi. L'asile est devenu une filière d'immigration irrégulière. Alors, bien sûr que la France doit offrir l'asile pour les personnes qui sont persécutées en faveur de leur combat pour la liberté, bien sûr. Mais on s'aperçoit que depuis quelques années, on a détourné le sens de l'asile pour en faire une filière réelle d'immigration irrégulière. L'an dernier, 157 000 demandeurs d'asile sont arrivés dans notre pays. Bien qu'il souhaite vivre ici, le retenu algérien se montre très critique envers la France. La France, elle est morte, c'est bon. C'est pas la France que je connais moi en 2014, 2015, 2016. Et j'aime pas l'État. Par ailleurs, il se plaint des conditions de vie dans ce local de rétention administrative, qu'il décrit comme bien pire que la prison. Ici, c'est beaucoup stressé, plus stressé que la prison. Je te jure, je mange bien. J'achète tout, j'achète des pâtes, du riz, j'achète de la viande, j'ai une plaque à cuisiner et tout, j'y bien. Ici, je fais du sport le matin, j'ai même pas pour récupérer mon frère. Il faut dire qu'en CRA, les retenus ne sont pas considérés comme des prisonniers. Pas de cellules individuelles, pas d'enfermement, un environnement accidentogène.
Les centres de rétention sont explosifs. Il y a déjà des communautés qui se créent entre les pays de l'Est et les pays d'Afrique. Il y a des rixes, il y a des violences quotidiennes, des incidents envers le personnel médical. Moi, dans les CRA qui étaient dans mes départements, ils arrachaient les fenêtres, le bord des fenêtres, le cadre en aluminium pour se faire des couteaux qu'ils aiguisaient sur les murs ou contre les sols. C'était pour se battre entre eux. Des tentatives de suicide, il y a beaucoup d'étrangers qui se mutilent et qui cherchent à aller à l'hôpital en pensant qu'à l'hôpital on pourra s'échapper, s'enfuir. Tous les jours, quel que soit le centre de rétention, vous avez un incident avec une personne ou un groupe de personnes, notamment dans certaines phases. Je pense en particulier à la phase du Ramadan. En fin de soirée, il y a des incidents parce qu'il y a une grande nervosité, les retenus sont fatigués. En France, il n'existe que 2000 places en CRA pour 140 000 QTF. Un manque de places qui constitue l'un des principaux obstacles à leur exécution. Le gouvernement souhaite construire prochainement 10 nouveaux centres, pour au total 1000 places supplémentaires. Pour comprendre les enjeux migratoires auxquels la France est confrontée aujourd'hui, il faut remonter le fil de l'histoire. Depuis la deuxième moitié du 19e siècle, la France est un pays d'immigration. Bien avant la mise en place de l'espace Schengen, le pays a bénéficié de plusieurs vagues migratoires, dont les plus importantes après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons, si ma mémoire est fidèle, 35 ou 36 nationalités. En principe, il reste 2 ans. 18 mois, quelquefois 2 ans. Et puis ils repartent chez eux. Ils ont constitué un petit pécule. Il faut bien voir qu'à l'époque, ces vagues d'immigration, elles étaient liées à notre situation démographique. Les classes d'âge jeunes avaient été fauchées par la Première Guerre mondiale. La France avait besoin de reconstituer son potentiel de main-d'œuvre. Et ça a expliqué, à partir des années 1920, l'immigration notamment des Polonais, des Italiens, des Belges, enfin, etc. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, le pays avait besoin d'être reconstruit et on a eu une vague d'immigration significative. Je suis venu ici pour étudier le savoir, le travail et tout ça. C'est pour cela que je suis venu en France. C'est pas question de l'argent que je suis venu en France. Mais même durant ces périodes, ces vagues migratoires désirées en France étaient moins importantes qu'aujourd'hui. 2024, c'est plus de 330 000 titres de séjour attribués à des ressortissants de pays tiers. Entre 1960 et 1966, donc au moment où la vague migratoire qui suit la Deuxième Guerre mondiale est à son apogée, la France délivre en moyenne 180 000 titres de séjour par an, dont la moitié à des ressortissants de l'Union européenne. Selon certains observateurs, l'une des causes de la mauvaise intégration de plusieurs groupes d'immigrés en France est la politique de l'habitat menée par le pays au début des années 70. Après coup, on se rend compte que ça a été horrible. Dans des villes, on disait, là, c'est la tour des Maliens. Là, ça va être la tour des gens venant du Maghreb, ou là, ça va être la tour, que sais-je. Il y a parfois eu des affectations de logements avec ces critères-là. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que bien évidemment, il y a la question de la proportion. Quand dans un quartier, on va réunir au même lieu, comme une assignation à résidence, des personnes venant d'une autre culture, évidemment, à un moment donné, ça peut poser question sur notre capacité après à aller vers des chemins d'intégration. Mais le fait qu'il y ait une telle politique de l'habitat peut créer en effet des formes de communautarisation. C'est la réalité de le dire. Alors que les flux migratoires atteignent des niveaux records, la France poursuit paradoxalement une politique d'accueil. Sur des canaux d'immigration, on choisit proactivement d'augmenter les flux. L'archétype de ça, c'est vraiment l'immigration étudiante. Le nombre de nouveaux titres de séjour pour motif étudiant qu'on accorde chaque année a augmenté de 70% en 10 ans. Et ça vient vraiment d'un objectif politique qui a été fixé à la fin des années 2010. Il s'agissait d'avoir à tout prix 500 000 étudiants étrangers en France en 2027. Et donc on a augmenté fortement ce canal-là. Le coût net de l'immigration étudiante s'élèverait à 1 milliard d'euros par an. Mais dans un contexte où la dette publique française est au plus bas, le pays a-t-il encore les moyens de financer cette politique migratoire, qu'elle soit choisie ou subie ?